Ce projet d'épée viking me tient particulièrement à cœur. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à forger il y a une dizaine d'années maintenant, c'était dans l'espoir un jour d'arriver à faire une épée viking. Donc 10 ans après, je réalise un peu ce rêve, même si cette épée n'est pas pour moi, j'y serai arrivé. Je préfère dire une épée de style viking. C'est pas une épée viking parce que c'est pas réalisé dans les mêmes conditions, avec le même matériel. Là, c'est fait avec des moyens modernes. Et l'autre chose, c'est que même au niveau technique, c'est pas exactement fait de la même façon. Donc là, c'est une version modernisée et simplifiée d'une épée viking, on va dire. Cette épée, elle est constituée au niveau de la lame de 5 barres d'acier, 2 au niveau des tranchants. Donc chaque tranchant, c'est une barre d'acier feuilleté qui comportera environ 250 couches par tranchant. Et ensuite, le cœur de l'épée, donc la gouttière, la partie centrale, est constituée de 3 barres d'acier. Chacune des barres d'acier est constituée de 21 couches. Quand je prépare les trousses de Damas, donc je coupe des petites plaques dans les 2 aciers. Il y a un acier au nickel, le 15N20, qui comporte 0,7% de carbone et 2% de nickel. Et l'autre acier, c'est du XC75, qui lui comporte aussi 7% de carbone, mais ne contient pas de nickel. Donc celui au nickel, à la fin, sortira blanc, et l'acier au carbone sortira noir. Donc c'est ce qui fera apparaître le motif. Et ensuite, toutes les petites plaques sont poncées sur les 2 faces pour les blanchir, comme on dit, c'est-à-dire les nettoyer, enlever la calamine. Ça facilitera la soudure. Je commence donc par faire les torsades. Et donc il faut commencer par souder les trousses et tout de suite étirer. Je ne replie pas pour augmenter le nombre de couches parce qu'au niveau des torsades des épées vikings, il y avait très peu de couches. Même 21, c'est déjà trop en fait. Première étape, on soude la trousse et ensuite, tout de suite, je l'étire de façon à arriver à la section finale qui est de environ 14 mm par 14 mm. Donc je pars de 4 cm par 4, il faut arriver à 14 par 14 sur une longueur de la longueur de la lame à peu près. Donc il faut partir de la soie jusqu'à la pointe, un petit peu moins puisqu'il y a les tranchants à la pointe. Donc environ 90 cm de long, quoi. Et ça 3 fois. Donc les 3 trousses sont soudées toutes les 3, étirées toutes les 3 et on se retrouve avec 3 barres de 90 cm de long. Donc quand les torsades sont étirées et qu'elles sont toutes au carré, donc là, ce que je fais, c'est que je trace d'abord à la craie, ensuite je mets un petit coup de meuleuse pour me faire des repères sur les barres, pour toujours tomber au bon endroit. Donc là, il faut torsader les 3 barres, très très chaud, parce que sinon les soudures risquent de lâcher. Bon, ça prend beaucoup de temps, c'est assez stressant, parce que c'est là que, en plus, souvent on s'en rend pas compte, on peut torsader, faire lâcher une soudure au cœur et aller jusqu'à la fin de l'épée sans savoir qu'en fait il y a des défauts au milieu. Une fois que j'ai réalisé les torsades, donc les barres, à l'endroit où elles sont laissées en parallèle, elles restent carrées. À l'endroit où je fais les torsades, ça crée une sorte de pas de vis et donc on se retrouve avec une section qui est ronde. Donc là il faut que je retourne, ça je le fais au pilon par contre, remettre toute la barre carrée. C'est-à-dire on va garder les torsades, mais on écrase de façon à retrouver une section carrée sur toute la longueur. Ça sur les 3 barres. Et une fois que c'est terminé, là il faut carrément y aller à la meuleuse et puis un petit peu au backstand pour les nettoyer, déjà enlever la calamine. Et ensuite les mettre bien plates sur les côtés, surtout sur le dessus c'est un petit peu moins grave, mais surtout sur les côtés, parce qu'il va falloir remettre ces 3 barres l'une à côté de l'autre de façon à ce qu'elles soient bien parallèles et bien plaquées pour souder tout ensemble.
Donc les trois barres de torsade sont propres, je les assemble l'une à côté de l'autre en mettant un point de soudure à l'arc de chaque côté pour que tout se maintienne ensemble pour faciliter la prise en main en fait. Et là, c'est une des étapes complexes, c'est qu'il faut tout souder sur donc les trois barres entre elles sur les 90 cm de long. Alors des fois on me dit comment on fait, faut une forge de 90 cm de long, mais non, en fait c'est impossible de souder tout en une fois forcément, on ne pourrait pas. Donc en fait il faut avancer 10 cm par 10 cm, donc chauffer à 1300 degrés, en mettant du borax avant, et puis là par contre ça se fait forcément au marteau, parce que les trois barres sont l'une au-dessus de l'autre, ce qui fait que au pilon ça serait un petit peu trop agressif on va dire, et ça risquerait de les écraser sur la hauteur. Et donc petit à petit on remonte, on part de la pointe et on remonte jusqu'à la soie. Là donc la partie centrale de l'épée, ce qui sera à la fin la gouttière, est terminée au niveau de la forge. Il faut maintenant faire les tranchants, donc je prends les deux autres trousses qui je crois sont constituées de 28 couches au départ. Donc là c'est pareil, je soude la trousse. Par contre au niveau des tranchants ça va être un feuilleté, et donc là il faut replier les couches entre elles pour obtenir un motif qui soit assez joli, parce que 28 couches c'est pas suffisant. Donc là j'ai décidé d'aller jusqu'à 250 couches, ce qui fait bon, ça va assez vite en fait, hein, parce qu'on part à 28, souvent je replie en 3, donc 28 x 3 ça fait 84, x 3 on est déjà à plus de 250 couches. Donc on replie en 3, on replie encore une fois en 3 et on a les 250 couches. Une fois qu'on a les 250 couches, donc on a toujours une trousse qui fait environ 4 cm par 5 par 9 cm de long. Là, il faut les tirer, pareil, sur toute la longueur pour retrouver la longueur de la lame en fait. Donc ces deux trousses, chacune va faire un tranchant. Ce que je fais, c'est que je les tire, mais là pas au carré, c'est-à-dire que j'ai plus de largeur. Je finis, je crois que ça fait 14 mm d'épée sur 2 cm de large à peu près. Et ça c'est une méthode que j'ai décidé, alors justement ça se faisait pas comme ça à l'époque. Je conserve une largeur plus importante au niveau de la pointe, parce que je veux pas que les torsades arrivent à la pointe. Je trouve que c'est pas très esthétique. Et donc je veux que les tranchants se rejoignent à peu près 7 cm de la pointe pour finir toute la pointe en feuilleté en fait. Donc là maintenant j'ai les trois torsades qui sont soudées ensemble et les deux tranchants à côté. Et donc il faut recommencer à tout ressouder ensemble sur toute la longueur. Donc mettre les tranchants sur chaque côté des torsades, pareil, nettoyer les surfaces, bien ajuster pour que tout soit le plus propre possible. Particulièrement au niveau de la pointe, parce que le plus délicat de toute la réalisation d'une épée comme ça, c'est d'arriver à souder la partie où les torsades viennent mourir
entre les deux tranchants. On se retrouve souvent avec un petit triangle là qui est assez délicat à souder en fait. D'où cette idée justement de faire venir les deux tranchants un petit peu plus épais à cet endroit-là, pour avoir plus de matière et donc éventuellement pouvoir taper un peu plus fort à ce moment-là pour bien souder cette partie-là. Et là, comme pour la réalisation des 3 torsades, soudées entre elles, je vais tout ressouder en partant de la pointe et de remonter petit à petit, 10 cm par 10 cm, jusqu'à la soie. Une fois que tout ça est soudé, j'ai donc une grande barre parallèle avec les 5 barres initiales qui sont soudées entre elles. Il faut donc forger la pointe de l'épée et forger de l'autre côté la soie, la partie qui sera dans la poignée. La lame fait maintenant 14 mm d'épaisseur. Comme il y a beaucoup de matière à enlever, il faut faire ce qu'on appelle un recuit de la lame. Et donc je monte la lame aux alentours de 700 degrés pendant 1 heure. Il faut faire un palier et une descente progressive pour avoir la dureté minimum. Ça va permettre ensuite de bien la poncer plus facilement. Comme je disais, donc la lame fait maintenant 14 mm d'épaisseur. Parce qu'en fait, il faut penser que si on veut voir apparaître le motif de la torsade en étoile, il faut meuler les torsades et non pas les forger. C'est-à-dire qu'on ne va pas forger l'épée. Si on écrase les torsades, on va écraser le motif et on va se retrouver avec un motif uniquement parallèle. Ça s'est fait aussi, mais là, c'est pas ce que je veux obtenir. Là, je veux le motif de l'étoile et ça, c'est au cœur de la torsade. Donc ça veut dire que de 14 mm, je vais en meuler les 2/3 pour arriver à une épaisseur générale. Dans un premier temps, j'obtiens une épaisseur globale de 6 mm. C'est là aussi, par contre, qu'on commence à voir l'intérieur du damas. Et de savoir si quand même, vu qu'on passe de 14 mm à 6 mm, on commence à être un peu au cœur du damas et là on sait déjà un peu si ça a marché ou pas. S'il y a des défauts qui apparaissent là, souvent c'est mal barré pour la suite, quoi. Quand j'ai mes 5 trousses au départ, donc avec toutes les couches d'acier empilées, j'ai 6,5 kg d'acier.
Et normalement, à l'arrivée, la lame fera aux alentours de 700-800 grammes. Voilà. Donc ça donne une idée de la quantité d'acier qui va être éliminée. Tout à l'heure, j'ai parlé du recuit qui permettait d'adoucir la lame. Avant la trempe, je vais procéder à plusieurs autres recuits, mais là c'est ce qu'on appelle des recuits de normalisation. Donc des normalisations, ça consiste à chauffer l'acier un petit peu au-dessus de la température de trempe et à le sortir et à le laisser refroidir à l'air. Et ça on le fait, là pour une longue lame, il y a beaucoup de soudure, je vais le faire à 7 fois à peu près, quoi. Donc il passe de 830, 850 à 500 degrés. Ça permet, encore une fois, un petit peu d'enlever les tensions. L'autre chose, c'est qu'il y a eu énormément de soudure. Ça veut dire l'acier est resté très longtemps à très haute température. À l'intérieur de l'acier, le grain, plus on le chauffe longtemps, plus on le chauffe fort, plus les grains grossissent. À l'inverse, un grain très fin, normalement il est invisible à l'œil nu et il va être mat, un peu velouté au niveau de la surface. Comme justement le premier essai, j'ai eu des soucis, je me suis demandé si c'était pas au niveau de la trempe. Donc ce coup-ci, je garde la lame plus épaisse, je la laisse à 6 mm. La deuxième chose, c'est au niveau du procédé de trempe, sur les conseils d'un ami allemand, Achim Wirtz, qui m'a conseillé du Mark Wenching. Là, je vais chauffer l'huile jusqu'à 230 environ, c'est-à-dire la température à laquelle l'acier se transforme au moment de la trempe. Le choc sera moins violent que si on la trempe dans une huile à 40 degrés. Et donc il y a moins de risques de torsion, de voilage, voire de soudure qui lâche. La lame est donc plongée dans l'huile à 200 et quelques degrés. On peut le voir assez dangereux, il faut faire quand même attention. Elle refroidit jusqu'à environ 230. Au bout d'une minute environ, je la sors. Et là, je la laisse refroidir à l'air libre jusqu'à température ambiante, mais coincée entre deux barres d'acier avec des serre-joints, de façon à ce que la transformation finale se fasse bloquer et donc puisse jouer le moins possible. Et donc effectivement, contrairement à la première fois où il y avait un voilage assez important, ce coup-ci, la lame est sortie avec un voilage sur les 90 cm de long. Je crois qu'il y a à peu près un demi-millimètre de voilage au centre. Donc là, la lame est trempée, l'acier est devenu dur, mais le problème c'est qu'il est cassant. On n'a plus de souplesse en fait. Pour retrouver cette souplesse, on va faire ce qu'on appelle un revenu. La lame va être chauffée à 260 degrés pendant 1 heure, au moins. La lame est donc terminée en ce qui concerne la partie forgeage, traitement thermique. Logiquement, il n'y a plus de risque, ça ne peut plus casser, ou alors il faut vraiment avoir envie. Et la seule chose, c'est que donc maintenant, elle fait 6 mm du début jusqu'à la fin et il faut lui donner sa forme finale. Donc je commence par dégrossir la forme vraiment avec le gros grain au backstand. La gouttière est faite au backstand. Il a fallu que j'achète une roue exprès au bon diamètre d'ailleurs. Donc le plus gros est fait au backstand parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière à enlever.
Par contre, ensuite, toute la forme finale, c'est même plus que du polissage, parce que le problème du backstand, c'est qu'on se retrouve avec une lame qui fait 90 cm de long et qu'on travaille sur une bande qui fait 5 cm de large. Donc le moindre petit geste à droite ou à gauche de la roue, et on se retrouve avec une ondulation, voire carrément un cran dans la lame. Donc je dégrossis, j'enlève le plus gros de la matière au grain 60, et ensuite tout le reste est fait avec une cale à la main. Donc je reprends le grain au 60 à la main, et ensuite je vais descendre grain 150, je passe au 240, le 400 et le 600. Donc tout ça est fait à la main. C'est le seul moyen d'obtenir une forme régulière, bien droite et surtout sans à-coups justement. Ce qu'il faut penser, alors c'est plus délicat avec une épée qui a une gouttière, c'est qu'il faut essayer de croiser les sens de ponçage. Il n'y a que comme ça qu'on voit vraiment qu'on a réussi à enlever les rayures du grain précédent. Quand on arrive au 600, on sait enfin, c'est le grand soulagement, ce qui m'est pas arrivé la première fois, qu'il n'y a pas de défaut de soudure, parce que l'acier est blanc, on voit toujours pas le motif du damas, on arrive à le distinguer dans les reflets de la lumière, mais justement c'est ce qui fait qu'on sait qu'il n'y a pas de défaut, parce que si on voit, quand l'acier est bien blanc, si on voit des traits apparaître en noir, ben souvent ces traits là c'est des défauts justement. Donc là la lame est finie, elle est poncée, on voit quasiment rien, vient donc le moment de la révélation. Alléluia. Ça porte bien son nom parce que c'est vraiment un moment qu'on attend depuis très longtemps. On a beau savoir que c'est réussi, c'est vraiment là qu'on va voir apparaître le motif sur toute la longueur de la lame. Donc la révélation se fait au perchlorure de fer. L'idéal c'est de l'utiliser un peu chaud pour qu'il soit bien actif. Et donc on va plonger la lame dans le perchlorure de fer pendant, je le fais plusieurs fois, mais environ 1 minute 30. Et celui-ci va attaquer les deux aciers de départ, donc l'acier au nickel et l'acier au carbone. Il attaque différemment, et ce qui fait que quand on ressort la lame, l'acier au nickel reste blanc et l'acier au carbone devient noir, et c'est là qu'on voit apparaître le motif du damas avec toutes les torsades, le feuilleté, etc. Il faut quand même reponcer la lame parce que la lame est pleine d'acide, elle sort quasiment noire, donc il faut la rincer à l'eau. Je la rince avec un papier de carrossier très très fin, c'est du grain 1000 voire 1500, pour pas trop attaquer la révélation, et recommencer la révélation une deuxième voire une troisième fois pour faire bien apparaître le motif. Quand on est content du motif, il faut penser que c'est de l'acide, même si on l'a rincé à l'eau, il va continuer à attaquer la lame, et donc si on le laisse comme ça, le problème, on risque de se retrouver dans quelques jours, voire des fois un peu plus, avec une lame qui va rouiller assez vite. Il faut penser que c'est un acier au carbone, c'est pas de l'inox, donc il va rouiller. Et même sans le toucher, si on laisse l'acide dessus, il va continuer à attaquer. Donc pour arrêter ça, il faut plonger la lame dans un bain de lessive de soude. Donc l'acide, c'est acide, c'est le cas de le dire, et la soude, c'est une base, et ça va annuler l'effet de l'acide. En sortie du bain de soude, bien entendu, on rince la lame à nouveau à l'eau. Et là, la lame est terminée. Reste à mettre une petite couche d'huile par-dessus pour éviter que ça s'oxyde trop.